C'est quoi ton taf ? Je suis dirigeant, entrepreneur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est quoi ton taf ? Le podcast de Rennes School of Business qui explore les métiers qu'on pense connaître, mais dont on ne soupçonne pas toujours la réalité au quotidien. Je suis Lola Bordier et dans chaque épisode, je pars à la rencontre d'un ou d'une professionnelle pour comprendre un métier de l'intérieur. Bonjour Isabelle Machard. Bonjour Lola. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, c'est quoi ton taf ? Alors mon taf, c'est d'être facilitatrice et manageuse dans l'action sociale. Donc du coup, c'est quoi concrètement Concrètement, en fait, la facilitation aujourd'hui, c'est créer les conditions pour qu'un groupe, un collectif ou une équipe soit dans les meilleures dispositions possibles pour en fait produire une solution ou un projet ensemble. Okay. Très souvent, on associe ça à des animations d'ateliers, à des ateliers avec des post-it. Souvent, Ah oui, d'accord. Je pense que vous avez déjà vécu ça à l'école de commerce ou dans la vie professionnelle. Mais en fait, ça c'est que la face visible de l'iceberg, puisque la facilitation, en fait, c'est un vrai process qui en fait est assez rigoureux, qui suit en fait des étapes et aussi une posture d'animation bien particulière qui a pour objectif que l'équipe ou le groupe puisse penser ensemble, décider ensemble et agir ensemble avec de l'intelligence collective. Donc tu viens de me dire qu'il y a plusieurs étapes. On a combien d'étapes ? C'est quoi le processus un petit peu classique ? On a à peu près 6 étapes qui sont récurrentes. Okay. Alors la facilitation commence toujours par un partage des représentations, c'est-à-dire qu'on va poser en fait un socle de compréhension commun qui va dépendre du sujet. Par exemple, il y a une tension dans une équipe, on va pouvoir utiliser l'intelligence émotionnelle. Il va y avoir un autre sujet à traiter, un projet par exemple. On va demander aux personnes comment elles se sentent par rapport à ce projet, avec différents outils comme le photolangage par exemple, qui vient aider en fait les personnes à poser des mots. Parce que c'est pas toujours facile de s'exprimer, donc on peut utiliser des photos par exemple. Exactement. Ok. Donc ça, c'est vraiment une aide en fait à l'équipe à se sentir en fait dans un climat où ils peuvent s'autoriser à s'exprimer individuellement. Est-ce que c'est individuel ou est-ce que justement on fait un groupe ? On s'exprime en groupe devant le groupe. Alors justement, on commence par l'individuel, Okay. On va vers le collectif avec la deuxième étape qui est de construire une vision commune. Okay. Là, on est plutôt sur la direction partagée, ce qu'on partage ensemble. Dans un collectif, souvent, les gens ne pensent pas la même chose d'un sujet. Au demeurant, on va dans la même direction. Donc, c'est important de la partager ensemble. Donc, là aussi, on utilise différents outils qui vont aussi dépendre du niveau d'énergie de l'équipe. Quand vous avez une équipe où tout est fluide, vous n'allez pas utiliser les mêmes outils que quand une équipe est sous tension. Oui, ça dépend aussi de la problématique, en fait. Exactement. Ça, c'était la deuxième étape. La troisième étape, on arrive à un diagnostic partagé. Donc là, on va être sur, il y a une problématique. Comment, en fait, de façon objective, on voit la problématique. Donc, par exemple, on va faire une analyse des besoins. Un SWOT, c'est quelque chose qui va vous parler. Sauf que dans les équipes, tout le monde ne voit pas l'intérêt du SWOT dans le cadre en fait de la facilitation. Et pourtant, ça vient nourrir un diagnostic sur une problématique d'équipe. Une fois qu'on a passé le diagnostic, on passe à ce qu'on appelle l'exploration créative, où là, on va donner des idées pour répondre à la problématique. Donc là, toutes les personnes vont s'exprimer. Soit, en général, on va les mettre en groupe de partage, et les groupes vont en fait fournir des solutions qui vont être très variées. C'est ce qu'on appelle en fait des phases de divergence où on va produire plein d'idées. Mais ces idées, en fait, après, on va les rassembler en phase de convergence où en fait, on va demander au groupe sur quelle idée ils convergent tous ensemble. D'accord, donc au début, un peu l'effet entonnoir, et après, on vient resserrer cet entonnoir Tout pour à fait. savoir vers où on va. Et on trouve une solution finale, une seule à la fin, ou comment ça se passe ? Ça va dépendre des problématiques, mais en tout cas, la dernière étape à laquelle on aboutit, c'est la création d'un plan d'action. Un plan d'action qui soit pilotable, mais qui surtout est décidé par l'équipe. Et c'est surtout ça, la facilitation, c'est que on est sur un rapport à l'autorité, à la décision et au collectif qui est différent. C'est pas le manager qui vient donner une solution ou une chose à mettre en place, mais c'est l'équipe qui décide ensemble de ce qu'elle va faire et de ce qu'elle va mettre en place. C'est un peu décider ensemble pour trouver des solutions ensemble et en fait aussi tous s'écouter, c'est un petit peu ça, si je comprends bien. Tout à fait. Donc ce genre de processus, ça prend combien de temps ? Est-ce qu'il y a comment ça se passe en fait ? Est-ce qu'on te dit bon, tu as un créneau d'1 heure ou est-ce que ça peut durer toute une après-midi ? Comment ça se passe ?
Alors je dirais que c'est plutôt sur des temps plus longs, d'une demi-journée à une journée, voire plusieurs journées selon les sujets qu'on souhaite traiter, parce que la magie de l'intelligence collective, c'est que on va pas forcément atteindre le résultat qu'on a attendu, même si on a un objectif, si les phases sont timées et contraintes pour pouvoir produire. L'intelligence collective peut ne pas aboutir à la phase finale du plan d'action parce qu'il y a eu trop d'idées ou trop de divergences ou voilà, c'est vraiment ce qui va se passer dans le groupe qui va aussi faire évoluer le livrable, en tout cas, ou la durée de l'atelier. Donc toi, du coup, tu me disais que tu étais facilitatrice, mais aussi manageuse. Oui. Donc, en quoi ces deux rôles sont, on va dire, se ressemblent et en quoi aussi ils sont différents? En quoi ces missions peuvent parfois être différentes? Alors en fait, facilitateur, ça peut être un métier à temps plein. Dans certaines entreprises, c'est quelque chose qui existe, comme métier, souvent rattaché au pôle transformation, QVCT. Souvent c'est dans ce calibre-là. On peut être aussi facilitateur externe dans une autre entreprise et manager facilitateur, c'est comme ça que je le qualifie, on va dire. Ouais. En fait, c'est utiliser les méthodes de la facilitation au sein de la vie de l'équipe que l'on manage. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai parlé des 6 séquences. Les 6 séquences, c'est vraiment dans le cadre d'un design d'atelier où on va vraiment prendre du temps sur une grosse problématique. Pour autant, dans l'équipe que j'encadre, on peut avoir des problématiques du quotidien qui, elles, vont pouvoir être traitées par le biais d'une séquence de facilitation. Donc ça veut dire que, si je me trompe pas, à l'origine, vous étiez peut-être manager et vous avez cette spécialité en plus. C'est comme ça que ça se passe? En gros, c'est un petit peu ça. J'avais déjà, je pense, des prédispositions de par mon management collaboratif, où j'aimais embarquer mes équipes dans les décisions. Et j'ai eu la chance de pouvoir être formée à la facilitation, de pouvoir officier dans d'autres équipes que les miennes. Donc ça, c'était aussi très chouette. Mais c'est pas une aventure que j'ai poursuivie à temps plein. Donc du coup, j'ai gardé cette compétence que j'ai développée. Et puis, je l'utilise assez régulièrement. Pour vous donner une idée, par exemple, en fin d'année dernière, mon équipe avait un bilan à faire, enfin en tout cas attendait de moi que je fasse le bilan de l'année qui venait de passer, et j'ai pas procédé de cette façon-là. J'ai plutôt animé un atelier, alors pour le coup c'était en distanciel mais peu importe, sur un tableau blanc avec les 4 trimestres de l'année qui venaient de s'écouler. Je les ai invités à produire des post-it virtuels avec ce dont ils se souvenaient de ce qui s'était passé dans l'année. Donc ils ont fait eux-mêmes en fait leur rétrospective de l'année. Et par contre, je les ai invités à utiliser l'outil KISS. Je ne sais pas si c'est un outil qui vous parle. C'est le Keep, Improve, Start and Stop. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'améliore, qu'est-ce que j'arrête et qu'est-ce que j'essaye de nouveau. Et à l'issue de leur période où ils ont vraiment produit le diagnostic partagé de l'année qui venait de se passer, je les ai fait voter pour savoir ce qu'ils voulaient reproduire l'année suivante ou ce qu'ils ne voulaient pas qu'ils se repassent l'année suivante. Et du coup, ils ont écrit eux-mêmes une partie de la feuille de route de l'année à venir, tout en faisant eux-mêmes la rétrospective sans que ça soit moi, le manager, qui le fasse. Parce que c'est vrai que quand on est manager d'une équipe, on a une vision, une seule, on va dire, et c'est beaucoup plus intéressant d'avoir la vision de tout le monde. Donc, ce que je trouve super intéressant, ce serait aussi de comprendre comment ça se passe concrètement de être facilitateur manager, c'est ça? Au quotidien, ça ressemble à quoi une journée facilitateur manager ou une semaine, par exemple? En quoi le côté facilitateur revient derrière le côté manager? Alors déjà, il n'y a pas de journée type de manager, je pense. Oui, je pense aussi. Ensuite, je dirais, c'est aussi d'incarner en fait la posture, puisque je vous ai parlé d'un processus, mais il y a aussi une posture. Quand on est manager, souvent on a une posture haute, on donne le cadre, on décide de ce qui va être fait ou on arbitre. Mais la facilitation, c'est de savoir pouvoir basculer dans d'autres postures qui vont être des postures plutôt neutres, voire ce qu'on appelle posture basse. Donc posture neutre, en fait, on va laisser le groupe agir sans forcément décider. On va le réorienter, redonner le cadre, mais sans orienter en fait la décision. Et la posture basse, c'est quand on s'efface en fait du collectif pour le laisser produire seul. Comment ça se passe justement cette posture basse? J'ai du mal un peu à imaginer.
Par exemple, quand vous faites un atelier, par exemple le diagnostic dont je vous ai parlé tout à l'heure, je ne suis pas intervenue dans l'atelier, c'est-à-dire que je leur ai donné la consigne de créer en fait leur rétrospective de l'année précédente, mais je les ai laissés agir seuls. D'accord. Je me retire complètement du collectif pour laisser en fait l'intelligence du groupe fonctionner. Qu'est-ce que je pourrais vous illustrer d'autre ? Par exemple, la communication non violente. Je pense que c'est des choses oui, qui vous parlent. Oui, c'est des sujets quand même qu'on entend beaucoup plus, donc qu'on connaît beaucoup mieux, oui. La CNV, l'ensemble de mon équipe a été formé au sujet et pareil en fin d'année dernière, fin d'année, un peu tout le monde fatigué, voilà, on sentait que les relations étaient plus tendues. Donc là, on était dans de la régulation plutôt émotionnelle. J'ai commencé ma réunion en rappelant les principes de la CNV et j'ai splitté la salle Teams en groupe de 2 et je les ai invités à faire un exercice en leur demandant d'exprimer quelque chose qu'ils avaient particulièrement apprécié dans l'année, en expliquant factuellement ce qu'ils avaient vécu, quelle émotion ça leur avait procuré et quels besoins c'était venu nourrir chez eux. Voilà, je les ai laissés un temps, je sais plus, 3 ou 4 minutes, peu importe. Donc là, j'étais en posture basse, je me suis retirée du collectif. Okay. La salle est revenue en présentiel, dans Teams en présentiel, si je puis dire, tous ensemble. Et j'ai simplement demandé si quelqu'un souhaitait s'exprimer sur ce qu'avait généré l'exercice. Et là, il y a eu un long silence. Et le silence fait partie de la facilitation, il faut le savoir. Okay. Je ne suis pas intervenue et en fait, une personne a fini par prendre la parole en expliquant que effectivement, on peut pas connaître forcément le besoin de son collègue s'il l'exprime pas, parce qu'on peut projeter le sien, mais pas forcément être à l'écoute du besoin de l'autre. Et voilà, je n'ai rien fait, je n'ai rien dit. On est passé ensuite sur des sujets beaucoup plus métiers, mais le fait d'avoir mis ce petit exercice en pratique, cette expérience a fait qu'ils ont pu en fait en tirer eux-mêmes les enseignements. Voilà, et eux-mêmes discuter entre eux, et c'est super intéressant parce que souvent on a l'image d'un manager haute, c'est ça ? Posture haute, qui prend les décisions, un peu celui qui lead le groupe, alors qu'en fait il y a différentes postures qu'on connaît pas forcément. Et ça, donc, c'est des enseignements. Est-ce que vous les aviez déjà ou est-ce que vous les avez appris lors de votre formation ? Et d'ailleurs, comment s'est passée votre formation ? Comment cette opportunité s'est présentée à vous ? Dans mon entreprise, en fait, il y a eu une élection sans candidat. Donc ça, c'est on rentre dans des principes d'organisation partagée, entreprise libérée, donc des modes d'organisation différents un peu de ce qu'on connaît habituellement en organisation plus pyramidale. Donc il y a eu une élection sans candidat où en fait il a été demandé à l'ensemble des managers d'élire parmi les managers les personnes qu'ils pensaient les plus à même de pouvoir remplir cette mission de facilitation pour accompagner les autres managers dans leurs problématiques et dans le changement de posture. J'ai été plébiscitée par mes collègues, avec 6 autres collègues, et on a été en fait formés par l'école de la facilitation à Bordeaux pendant plusieurs séquences pour justement apprendre ce design d'atelier que je vous ai expliqué en début de podcast sur les 6 étapes. Et de là, on a mis en pratique, et c'est vraiment avec la pratique qu'on apprend aussi à changer de posture, à apprendre à réguler, parce que ça demande aussi pendant ces ateliers de ne pas insuffler en fait d'idées ou d'orienter le groupe. Donc il faut aussi, quand on est interne dans l'entreprise, savoir ne pas prendre en compte tout ce qu'on connaît de l'entreprise, les tensions qu'on peut connaître, les personnalités, les oui-dire. Il faut vraiment rester posture basse en fait. Voilà, c'est ça. Basse ou neutre. Ou neutre. Et donc cette formation, elle a duré combien de temps ? Sur plusieurs mois, à raison d'une journée par thème, en fait. Ok. Donc, je dirais bien 6 ou 7 jours, je pense. D'accord, ok. Moi, ce que je trouverais aussi intéressant, ce serait de revenir sur votre parcours professionnel et aussi sur vos études avant. Quel a été votre parcours juste avant, vos études ? Comment est-ce que vous êtes rentré dans cette entreprise, etc. Alors mon parcours, j'ai fait l'école de commerce de Rennes, bien évidemment, en 2003. Et quand je suis sortie de mes études, j'ai pris un poste de chef de produit dans une entreprise d'assurance. Et chef de produit, c'était pour moi, en tout cas, ce qui me correspondait à l'époque, donc de l'analyse, du marketing, et puis aussi des projets à mener
plus ou moins en transversal. Et donc, en fait, l'ingénierie de projet, ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est que ça nous développe en fait des capacités d'organisation qui sont aussi nécessaires au métier de facilitateur, parce qu'il faut quand même être plutôt organisé. Et en fait, après 12 ans d'expérience, j'ai souhaité en fait rejoindre, une entreprise plutôt à mission de service public, et du coup j'ai changé d'entreprise, et en même temps que ce changement d'entreprise, cette entreprise a pris un nouveau directeur général qui insuffle en fait les modes de management d'entreprises libérées, et du coup tout s'est un peu parallélisé, si je puis dire, et un peu emboîté, puisque l'expérience acquise auparavant a nourri en fait les missions que j'ai pris ensuite. Je n'étais pas manager avant, j'ai pu évoluer manager dans l'entreprise où je suis actuellement. Et ma vision du management a toujours été en fait dans le collaboratif, le coopératif et le participatif. Donc c'était super cohérent en fait que vous étiez dans cette entreprise et que ce directeur est arrivé à ce moment-là en plus. En quoi on pourrait dire que votre métier de manager facilitateur est différent d'un manager classique? Quelles sont les choses sur lesquelles vous pourriez dire que manager facilitateur ça fonctionne mieux peut-être ou peut-être pas qu'un manager classique, on va dire en position haute? On peut pas dire que je pense pas qu'on puisse dire que ça fonctionne mieux, c'est que ça fonctionne différemment. On est vraiment dans un autre rapport au pouvoir, au collectif. En fait, on redonne au collectif le pouvoir de proposer, décider et mettre en œuvre. Et ça, c'est pas forcément le schéma habituel dans une entreprise où le manager décide, en fait. Oui, c'est ça, voilà. Après, il y a aussi de l'inconfort lié à ça, parce que il faut pouvoir réguler le collectif, il faut pouvoir accueillir les tensions. Ça demande beaucoup de régulation émotionnelle et d'agilité et d'inconfort, parce que l'équipe, elle va pas forcément aller non plus là où vous pensiez aller. Et pour autant, il faut aller quand même dans la direction, le cap en tout cas qu'on s'est donné. Donc il faut avoir, justement, c'est super intéressant, ça me permet de rebondir. Quelles sont les qualités que vous devez avoir en tant que manager facilitateur? J'imagine déjà un certain lâcher prise, ou en tout cas accepter de pas toujours pouvoir tout décider, qu'au contraire c'est l'intelligence collective qui agit. Mais quelles sont les autres qualités qu'il faut avoir pour faire ce métier? Alors je dirais de l'écoute, beaucoup d'écoute, écoute active en tout cas, bien entendre les signaux faibles, bien entendre en fait les besoins de l'équipe, de l'agilité, tant sur l'organisation que sur l'animation, parce que vous animez une séquence et puis elle se passe pas forcément comme vous l'aviez imaginé. Ou par exemple vous allez avoir un conflit latent qui était dans l'équipe qui va exploser pendant l'animation de l'atelier, il faut le réguler. Donc ça c'est un petit peu la zone un peu d'inconfort en tout cas qu'on peut rencontrer. Après je dirais il y a aussi beaucoup de ce que je disais tout à l'heure d'organisation, savoir cadrer la demande, parce que quand on facilite pour son équipe, on connaît son équipe, on sait comment elle va réagir. C'est pas la même chose quand on va faciliter dans un autre collectif dont on connaît pas forcément les problématiques ou l'antériorité. Et quand on facilite dans une autre équipe, il faut bien que ça soit cadré sur le besoin initial pour mener à bien en fait le processus. Moi, je sais que je vais beaucoup à la rencontre en fait d'autres réseaux de facilitateurs externes à mon entreprise, et on a des partages de pratiques, des partages d'outils, et ça c'est extrêmement enrichissant aussi dans la posture. Et je pense que le manager de demain, en tout cas c'est mon avis. Pour moi, ça devient une compétence du manager de demain, quoi. Vous avez dit parfois que les réunions ne prennent pas toujours la direction qu'on imagine. Quelles sont les autres difficultés, par exemple? Je sais pas, je me demandais, est-ce que parfois on peut avoir un certain, je sais pas si on peut dire un abus, mais en tout cas, c'est une personne qui peuvent peut-être être un peu moins cadrées. Quelles sont les difficultés en fait qu'on peut rencontrer? Alors effectivement, dans le collectif, vous pouvez avoir des équipes qui sont pas forcément enclins à ce type de méthodologie. Après, c'est leur choix, on leur propose, on les met dans un cadre de confiance, on leur propose de co-construire avec l'équipe. S'ils ne le souhaitent pas, on leur demande soit de se mettre en retrait, soit d'expliquer aussi au collectif, parce qu'il y a une responsabilité. Il y a parfois des gens qui refusent. Ça arrive. J'en ai déjà vu une, mais franchement c'est très rare. Ah oui. En général, le fait, justement, la phase de processus, elle met en fait les personnes dans cette
dynamique, dans un cadre de sécurité, dans une dynamique de collaboration à la fois individuelle, à la fois collective. Dans ma propre équipe, je sais qu'il y a des personnes qui ont plus de mal. Elles vont contribuer, mais elles vont contribuer à leur façon. Elles vont peut-être être moins prolixes dans la génération d'idées ou plus consensuelles dans ce qu'elles vont proposer, mais elles ne vont pas se mettre en retrait. Et ça, je trouve ça important parce que ça embarque le collectif. Et après, si la personne n'a pas souhaité contribuer à la réflexion, mais que l'ensemble de l'équipe y a contribué, c'est difficile aussi pour la personne après de ne pas contribuer au projet collectif. Voilà, parce que quand il y a le collectif qui prend, on va dire, tout le monde rentre dans ce collectif, tout le monde s'investit finalement. C'est vrai que je comprends parfois cette résistance parce que c'est un mode de management qui est pas si nouveau, mais qui est pas non plus parfois très répandu partout. On a souvent l'idée d'un manager un petit peu position haute, voilà, qui prend toutes les décisions, etc. Et je trouve ça super intéressant de voir que il y a pas une seule manière de fonctionner, qu'il en existe plein d'autres, et que voilà, on n'est pas obligé on peut aussi écouter son équipe et au contraire parler ensemble pour avancer ensemble. C'est un moyen, une manière de faire beaucoup plus intéressante, je trouve, ou autre en tout cas. Alors c'est intéressant, par contre, ça se cultive en fait, et ça se cultive au quotidien. C'est pas du one shot. Il faut qu'il y ait la confiance dans l'équipe. Il y a un mot qui me revient souvent, qu'on parle de fascipulation. C'est quand en fait on fait travailler l'équipe, on lui propose de décliner l'intelligence collective, de proposer des idées, puis au final on n'applique pas leurs décisions. Ça, j'ai déjà vu ça faire, par exemple. Ça marche pas, en fait. Bah, oui. En tout cas, moi, d'un point de vue éthique, je me refuse à faire ce type d'atelier parce que on casse toute la dynamique, en fait. Et souvent, on nous demande des outils clés en disant j'ai un problème, tu peux me faire un truc. Ouais, non, en fait, le problème, faut l'étudier, faut l'analyser dans sa vision systémique, de bien savoir quels sont les tenants, les aboutissants. Et puis, en fonction de ça, en fonction aussi de l'état émotionnel de l'équipe, une équipe où il n'y a pas de conflit, c'est chouette. Une équipe où il y a des cadavres dans les placards, comme dirait mon directeur, où les gens, ça fait 20 ans qu'ils sont là et je sais pas pourquoi ils s'entendent pas, ça va pas se réguler de la même façon non plus. Est-ce que, là c'est une question qui est pas toujours facile à répondre, mais est-ce que tu aurais une anecdote, par exemple, drôle ou originale, qui te serait arrivée dans ton métier de manager facilitateur? Est-ce que tu aurais quelque chose que tu aimerais partager? Je pense qu'il y en a plusieurs. Je crois que le moment qui m'a le plus marqué, qui est en lien avec la facilitation, et pourtant quand je vais le dire, je suis pas sûre que tu feras le lien tout de suite. On a organisé un séminaire de service. On a fait un cours de cuisine collectif. D'accord. Donc 25 dans une salle de cuisine avec plusieurs îlots. Nous avions donc nos recettes à produire, donc une vision en fait commune de l'objectif à atteindre. Et on a fait le cours de cuisine de façon très classique. On a mangé ce qu'on a fait. On a passé un super moment. Et en fait, l'équipe a juste expérimenté de la facilitation en fait en cuisinant. C'est-à-dire que on est arrivé, on n'avait pas nos compétences habituelles de travail, on avait nos propres compétences de cuisinier, plus ou moins bonnes. Oui. On avait une vision commune. On s'est rendu compte que on voulait faire des choses un peu différemment, où on n'avait pas les ingrédients, où on avait besoin d'aller chercher les choses. Et on a passé notre temps à s'ajuster collectivement, et du coup on a vécu en fait la vision commune et la production en fait de solutions par le biais de la cuisine. C'est vrai que c'est assez intéressant comme atelier. C'est pas forcément quelque chose qu'on imaginerait. Comme quoi, c'est pour ça aussi que ce podcast existe. C'est le but de mettre en avant des métiers qui sont peu ou qui sont mal connus, et je trouve ça très intéressant. Et j'aimerais beaucoup te remercier d'être venue, Isabelle, aujourd'hui pour nous expliquer ton métier. Mais de rien. Merci à vous.